à la sauce gribiche. Je m'appelle Armelle Renaudot, née Tonnerre. Je mesure 1,82 m, ce qui est relativement grand pour une femme. Comme si ce premier gigantisme ne suffisait pas, il se trouve que je suis grosse. Non pas grosse, énorme, obèse, phénoménalement obèse. Chaque matin, je me regarde toute nue dans le large miroir de la salle de bain. Ce que j'y vois ne m'enchante pas, mais depuis le temps, je suis habituée à cette contemplation morbide de la monstrueuse ampleur des dégâts. Je me détaille comme si j'étais extérieure à moi-même. D'abord le visage. Il n'est plus qu'une espèce d'enflure dans laquelle disparaissent les yeux vert clair, autrefois vifs et mobiles, aujourd'hui lents et embourbés dans leur écrin de gras. Les joues, logiquement, sont bouffies. La bouche est absurdement jolie, seul îlot de sensualité resté intact au milieu de l'invasion adipeuse. Suivent le cou bovin, les bras de sumo, les deux énormes seins s'affaissant sans retenue sur le quatuor de pneus qui forment le ventre et cachent la moitié des poils pubiens. Arrivent les cuisses, entassement de graisse pressés l'un contre l'autre, impossible à séparer, présentant des contours gélifiés à tremblotement constant. Le reste de la jambe, du genou à la cheville, ne forme qu'un tube congestionné et mou, conduisant aux pieds, souvent gonflés par des problèmes veineux. Voilà le tableau qui s'offre chaque matin à mes yeux résignés. Les prunelles plantées dans les volumes éparpillés autour de moi, j'ai conscience d'être un Himalaya qu'aucun téméraire ne pourra plus jamais avoir envie de grimper. Et encore, je m'épargne la vision que ça donne si je me regarde de dos. Mon cul n'est plus un cul, je le sais. Il se constitue de deux continents celluliteux fracassés l'un contre l'autre. Je ne suis plus une femme de chair et de sang, je suis une femme de graisse et d'huile. Comment ai-je atteint de telles proportions? Par un sournois mélange de mégarde et d'afflictions refoulées qui m'ont incité à trouver dans la nourriture des consolations temporaires. Ce corps de baobab, c'est ma bouche qui l'a créé. Quand mes crises de boulimie me prennent, c'est effrayant la quantité de bouffe que je suis capable d'ingérer. Le frigo entier peut y passer. Je suis mariée depuis 19 ans à un homme qui est physiquement tout le contraire de moi. Petit, malingre, plein de nerfs et d'os. On nous surnomme Laurel et Hardy. J'aurais préféré Burton et Taylor ou Marilyn et John. Mon mari s'appelle Virgile Renaudot. Ce nom ne vous dit rien? Ça ne m'étonne pas. Mon mari est écrivain, mais un écrivain raté. Au lycée, il a remporté un concours de poésie qui, raconte-t-il souvent, lui a pointé du doigt sa vocation d'écrivain. Vers l'âge de 22 ans, il a écrit une nouvelle qu'il a présentée à différents éditeurs. Ceux-ci lui ont fait l'aumône de la trouver bien écrite. Mais une seule nouvelle, c'était un peu maigre pour une publication. Ils l'ont encouragé à en écrire d'autres, ou mieux, à s'atteler à la rédaction d'un roman. Ce roman, ça fait 17 ans que Virgile y travaille. Il a péniblement pondu 47 pages. Je ne m'y connais pas beaucoup en écriture, mais 47 pages en 17 ans, je crois quand même que c'est une cadence faiblarde. C'est une pitié de porter un nom de prix littéraire quand on n'est pas foutu d'écrire un truc qui tient debout. Le destin aime bien se payer la tête des ratés. Nous vivons dans une zone pavillonnaire à Clermont-Ferrand. Ce n'est pas le décor le plus gai qu'on puisse rêver. Pourtant, cette maison, on l'avait achetée parce qu'on pensait vraiment qu'on allait y être heureux. Virgile et moi, on s'est rencontrés il y a 20 ans, un soir de 14 juillet, au bal des pompiers. À l'époque, on s'est aimés comme des fous. Les grands sourires, les grands ébats, les grands serments, bref, toute la panoplie des parfaits amoureux. Moi, je voulais devenir danseuse. Pas danseuse classique, danseuse de jazz, dans une compagnie. Virgile, lui, rêvait au prix Goncourt. J'étais mince et douée, il partait pour être le nouveau Victor Hugo. Nous avions l'avenir devant nous. Mais cet avenir, nous n'avons rien pu en faire de bon. À 23 ans, j'ai eu un accident de ski qui m'a brisé le genou gauche. Il y a eu des mois de rééducation. Adieu la danse. C'est là que j'ai commencé à grossir. De son côté, Virgile s'est avéré incapable de tenir la belle promesse que contenait sa première et seule nouvelle.
Aujourd'hui, on a pris plus de 20 ans dans la vue. C'est le cas de le dire, surtout pour moi. Je travaille chez un opticien. Je suis vendeuse de lunettes. Et grosse. Vendeuse et grosse. Voilà mon état civil définitif. Quant à Virgile, il bosse chez Copitou, un magasin spécialisé dans la photocopie. Mon mari n'a plus en commun avec Victor Hugo que l'initiale du prénom. Un petit V, comme vin, comme vaincu, comme véreux. Faute d'écrire ses propres pages, il photocopie celles qu'écrivent les autres. Aujourd'hui, on se déteste. En silence, le plus souvent, en laissant nos regards maugréer à la place de nos bouches. Je sais qu'il me trompe. Pas tout le temps, mais souvent. N'a pas une gueule de tombeur, mais il trouve de loin en loin des petites secrétaires venues dans sa boutique, à qui il fait le coup de l'artiste maudit, incompris. Il leur lit 3 lignes d'antan, elles tombent en pâmoison, veulent le consoler de cette triste vie qu'il subit entre une femme abominable et une vocation contrariée. Ah, les courges! Ça ne dure jamais très longtemps. Dès qu'elles se mettent à réclamer plus, il les largue. Je sais qu'il ne va pas me quitter, rien à craindre, à cause de l'argent. Mon patrimoine familial fait de moi un parti financièrement désirable. C'est moi qui paye tout, la maison, les restos, les vacances, le matériel dont il a besoin pour écrire. Ça ne l'empêche pas de me traiter très mal. Il sait que je ne vais pas broncher, que je suis bonne pâte, une bonne pâte molle et glissante comme la chair autour de mon ventre. Si au moins mon gras était dû à des grossesses multiples, il en serait peut-être plus tolérable. Mais ce n'est pas le cas. Virgile ne peut pas avoir d'enfant. Alors nous avons vécu dans une maison sans bambin, dans une chambre sans berceau comme il chante l'autre. Aujourd'hui on ne couche plus ensemble, il paraît que je ronfle. C'est bien possible vu mon gabarit. Au départ il avait essayé les boules quiesses, mais ça lui faisait mal au tympan. Alors il a choisi l'option plus radicale, il dort dans son bureau. Il paraît que c'est mieux comme ça, qu'il peut ainsi en profiter pour écrire la nuit, pour travailler à son roman. Du flan, oui, le roman n'avance pas. Ça doit plutôt être de la navigation de sites porno qui fait nuitamment le Virgile sur son ordinateur. Cet homme n'est pas un pro de la littérature, c'est un pro de la littérature. Le jeu de mots est peut-être facile, mais il est attesté. Virgile gribouille, barbouille, rature, déchire. Il ne remplit pas des pages, il remplit la corbeille. Certains week-ends, il me fait le numéro de la brusque et prodigieuse inspiration lui descendant du ciel. Il va s'enfermer dans son bureau. J'entends que ça tape sec sur le clavier. Genre bouillonnement de génie, sauf que sans le génie. Arrive le dimanche soir, il ressort en me disant qu'il a tout jeté, qu'il n'arrive pas à se concentrer dans cette baraque minable, que le bruit que je fais avec l'aspirateur ou le repassage l'a totalement perturbé. Moi, dans ces cas-là, je ne réplique pas. Je baisse mon front contrit et honteux avec un air qui dit « Tu as raison, mon chéri, la vie près de moi est un calvaire et je suis évidemment la seule responsable de ton effarante incapacité à écrire. » Puis je m'emmène me coucher et là, je me venge en lisant avec ostentation le dernier livre d'Hector Leroy. C'est mon écrivain préféré, Hector Leroy. J'ai lu tous ses bouquins. Virgile le déteste. Il le traite d'usurpateur, de parvenu, de pistonné. En attendant, Hector en est à son 23e roman, qui, comme tous les autres, rencontre un succès monstre. Et Virgile lutte encore et toujours pour accoucher de la fin de son premier ouvrage. Ce n'est même plus David contre Goliath, c'est un crapaud coassant vainement au pied du colosse de Rhodes. Et quand le crapaud ne coasse pas de jalousie, il enquiquine le monde, citant à tout bout de champ des phrases pontifiantes qu'il a piochées dans je ne sais quels livres obscurs, voire tout bonnement dans un dictionnaire de citations. Juste pour prouver à quel point il est plus intelligent que moi, plus cultivé. C'est parce que j'ai grandi à la ferme. Mes origines campagnardes, il adore me les ressortir, m'enfoncer le nez dedans. Moi, je lui enfonce d'ailleurs sans problème mon nez dans ces origines qui sont miennes. Je n'en ai pas honte. Ce sont mes aïeux agriculteurs qui m'ont transmis les bons gros sous ayant permis d'acheter le pavillon réclamé par Virgile. Au fond, elles l'arrangent bien, mes origines, le père Renaudot. Elles lui servent de prétexte pour me mépriser. Pourtant, il est bien content quand je ramène des pâtés gourmands de la ferme familiale ou quand je lui prépare des petits lapins en sauce.
À ce moment-là, elles lui conviennent parfaitement, mes racines de paysanne, sachant mitonner des plats délicieux. Il en deviendrait presque tendre. C'est fou de voir à quel point le lapin en sauce peut participer à la tranquillité des ménages, à leur raccommodement. Pour quelques jours du moins. Et à condition que la sauce enrobant le lapin soit une sauce veneur. Car mon mari est particulièrement chatouilleux en ce qui concerne les préparations culinaires. La sauce veneur est pour lui un must. Pour donner un exemple, il y a 2 mois, j'avais préparé un lapin, mais pour changer un peu, je l'avais cuisiné à la sauce gribiche. Virgile s'est mis dans une colère noire et il m'a giflé. Oui, giflé, un aller-retour, à cause de ma sauce gribiche. Comme une grosse oie, je me suis excusée et juré de ne plus jamais faire de sauce gribiche. L'incident était clos et pouvait paraître finalement de peu d'importance. Pourtant, il a peut-être annoncé ce qu'il s'est passé aujourd'hui. C'était à midi. J'avais préparé une quiche. Or, moi, en matière de tarte ou de quiche, je préfère que la pâte soit très peu cuite, qu'elle garde une couleur jaune pâle. Virgile, c'est l'inverse. Il aime que la pâte soit marron foncé, quasi cramée. J'avoue qu'à midi, la quiche, je l'ai cuite à mon goût, avec la pâte à peine dorée. J'ai vu Virgile devenir soudain rouge brique. Il s'est mis à hurler. À en croire ses vociférations, j'étais un gros veau lui faisant atrocement honte. C'était à cause de moi qu'il avait raté sa vie. Il était impossible d'avancer dans l'existence quand on se trimballait un boulet comme moi. J'étais même pas capable de réussir une putain de quiche. Bravo le langage châtié de l'écrivain. Et d'ailleurs, elle me ressemblait cette quiche. Elle était à peine mangeable, trop molle, trop grasse, juste bonne à foutre à la benne. J'ai senti que ses mains étaient partantes pour une séance de voltige avec atterrissage sur mes joues. Mais là, quelque chose m'a empêché de faire mon habituelle armelle, contrite et honteuse. La quiche a été le morceau de gras qui a fait déborder la grosse. J'ai pris le rouleau à pâtisserie qui traînait pas loin et j'ai frappé, à coups redoublés, frappé comme un bœuf. Bam, 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 bam. Et Virgile s'est effondré, mort. Mes yeux en sont restés un instant aussi vitreux que les siens, toute surprise que j'étais par ce que j'avais fait. C'était pas prémédité ni rien, c'est juste venu, brutalement, comme une envie de vomir. L'atrocité de mon geste m'est alors apparue en pleine lumière, celle des néons de la cuisine. Qu'est-ce que j'allais faire maintenant? Qu'allais-je faire du corps? J'ai eu un moment de flottement. J'ai été me servir un verre d'alcool de prune. J'en ai bu plusieurs rasades. Après, ça allait mieux. J'ai commencé à y voir plus clair. Il fallait d'urgence que je fasse disparaître le corps. Pas de cadavre, pas de crime. Ah, oui, mais comment allais-je m'en débarrasser de ce bougre? Certes, il n'était ni très grand ni très large, mais ça restait quand même un cadavre entier, pas si facilement éliminable. Et puis l'idée m'est venue, la bonne, l'unique. J'ai traîné mon écrivain raté de mari jusqu'à la cave. Cyniquement, je me suis dit que ce non-écrivain n'écrirait plus, que sa non-œuvre resterait inachevée à jamais, et que ce ne serait pas une grande perte pour l'humanité. Je n'ai pas eu plus de difficulté à le descendre au sous-sol, car il en aurait eu à y descendre un laurel inanimé, même si l'image est saugrenue, car je vois mal les 2 compères s'entretuant à coups de rouleau à pâtisserie. Parvenue à la cave, je me suis munie de la caisse de bricolage, celle qui contient la scie. Puis, tranquillement, avec la même délicatesse qu'un employé d'abattoir, j'ai fait à Virgile ce que je faisais au lapin à la ferme quand j'étais plus jeune. Jusqu'au bout. Je ne pouvais pas agir autrement. Sans cela, mon époux, même trucidé, serait resté un problème de taille dans ma vie. J'ai donc fait ce qui s'imposait, sans sauce veneur, avec une sauce gribiche. J'ai mangé Virgile. Le problème est réglé.